Bon bah parfait. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier qui se nomme du coup Impact des violences sur la santé des victimes. Aujourd'hui, on a plusieurs intervenants pour parler de ce sujet. Alors j'ai l'honneur du coup d'avoir à mes côtés Madame Gérard qui est sage-femme. Alors elle vous expliquera un petit peu plus la précision sur ses fonctions, mais voilà, là elle est là aujourd'hui pour l'association Gynécologie sans frontières. Alors on a également Dr Supply, qui est médecin légiste et qui est également chef de service de l'unité d'accueil de médecine judiciaire au GHBS de Lorient. Et puis on accueille également Dr Ferracci qui est médecin urgentiste et qui est donc au CHBA à Vannes. Chef de service, excusez-moi. Dis donc, j'ai oublié le principal. Alors, comment ça va se passer? Donc, on va laisser nos intervenants parler pendant environ 10-12 minutes. Et puis ensuite, on va essayer de faire chacun 30... Non, c'est tout. Non, ça va s'arrêter là. 3 minutes 30 chacun. Et ensuite, effectivement, on va essayer d'avoir entre 20 et 30 minutes de questions-réponses pour nos intervenants. Donc voilà, je vais leur laisser la parole et puis on va commencer par Madame Gérard. Bonjour à tous. Alors, donc effectivement, moi je suis sage-femme. J'ai 2 emplois en ce moment. J'ai une activité clinique à l'UGOMS. L'UGOMS, c'est unique en France. C'est l'unité gynéco-obstétrique médico-psychosociale du CHU de Nantes. Je fais des consultations pour les femmes enceintes en situation de précarité et de vulnérabilité dont font partie les femmes victimes de violences. Donc, les consultantes peuvent être mineures, incarcérées, en situation de migration, en situation de prostitution, et avoir une addiction, toutes les précarités que vous pouvez connaître. Et aussi, je suis coordinatrice d'une plateforme qui s'appelle Violence Santé Femmes, violencesantéfemmes.fr. Vous pouvez aller la visiter. Elle est accessible. Elle est à destination des professionnels de santé, des femmes victimes, du grand public, de qui veut aller visiter cette plateforme et surtout utiliser l'annuaire géolocalisé de toutes les structures et professionnels qui prennent en charge les femmes victimes de violences sur tout le territoire national et l'outre-mer. Donc rapidement, à l'UGOMS, c'est créé depuis 2004. On est une équipe pluridisciplinaire. Je vous ai déjà cité les critères d'orientation. Effectivement, j'ai oublié les troubles psychiatriques, les déficiences intellectuelles, les femmes sous protection judiciaire, les accouchements sous le secret, les grossesses au diagnostic tardif, toutes les carences éducatives, affectives. Ça fait beaucoup de monde, quand même. Et puis, on est orienté. Les orientations se font PMI, médecine de ville, association, sage-femme libérale, les structures d'accueil de tous ces publics, en fait. On a aussi des patientes qui sont en situation de handicap et qui peuvent cumuler une autre précarité. On travaille en réseau, on fait des consultations de durée variable. En fait, on a la chance de pouvoir quand même avoir du temps pour prendre en charge ces patientes. On fait des staffs pluridisciplinaires, des réunions de concertation. Notre travail, c'est quand même beaucoup la protection de l'enfance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai commencé mes études il y a plus de 20 ans. J'entendais pas du tout parler de ça. Les papas, les mamans rentraient avec leurs enfants. Tout allait très bien. Depuis que j'ai mis un pied à l'UGOMS, j'écris ce que je faisais jamais. J'écris à la CRIP, au procureur. Beaucoup, beaucoup de protection de l'enfance. L'UAED, l'unité d'accueil d'enfants en danger. Donc voilà, en fait, nos partenaires, c'est ça. L'aide sociale à l'enfance, l'équipe de l'hôpital d'accueil des enfants en danger et puis le système judiciaire et la CRIP. En gynécologie, on fait un peu de visite postnatale pour certaines de ces patientes, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Et puis, on met en place, là, tout dernièrement, des entretiens et des consultations proposées pour les patientes qui ont subi une agression sexuelle et qui passent par les urgences gynécologiques de l'hôpital. Voilà, ça, c'est mon activité au CHU. Et en tant que coordinatrice de la plateforme Violence Santé Femmes à Gynécologie sans frontières, on a fait cette plateforme pour aider à la prise en charge des femmes et à l'orientation de ces victimes. Et puis, je vous l'ai dit rapidement, hein, c'est pour les professionnels de santé, les victimes, le grand public, les témoins. C'est une aide à la pratique
clinique. Je vous recommande une vidéo qui s'appelle, dont je me suis servi pour faire ce diaporama, qui est dans la plateforme, hein, qui s'appelle « Conséquences des traumas causés dans l'enfance une fois à l'âge adulte ». Alors, pourquoi on implique les professionnels de santé ? Mais nous sommes en première ligne, en fait, pour permettre la sortie des violences, enfin déjà la révélation et ensuite la sortie des violences. On sait, nous les professionnels de santé, que les violences, alors faites aux femmes au moment où il y a les violences, évidemment, sont pourvoyeuses de maladies, mais vous allez comprendre aussi que, et ça a déjà été évoqué ce matin, les violences subies antérieurement, une espèce de continuum de violence en fait qui peut avoir au cours de la vie de certaines personnes, sont pourvoyeuses de maladies. Et en fait, les impacts sur la santé physique des femmes sont très importants. Et ça a été évoqué très très rapidement ce matin. Je me suis dit, elle va prendre mon sujet. Mais non. C'est les expériences de l'adversité de l'enfance. Alors c'est francisé, hein, parce que normalement c'est ACE, c'est Adverse Childhood Experiences. Ça a été mené à la fin des années 90 hein, aux États-Unis sur 17 000 adultes interrogés. On leur a posé des questions en leur demandant si, dans leurs 18 premières années de vie, ils avaient subi un de ces traumatismes, le fait d'être maltraités, toutes les maltraitances possibles. En fait, les questions, je vous l'ai dit en français, c'est est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez eu l'impression que, donc ça peut être, est-ce que vous avez eu l'impression que, par exemple, dans votre famille, personne ne vous aimait ou pensait que vous étiez important ou spécial. Vous voyez le genre de questions qu'on pouvait poser. Donc ça, c'est plus par rapport aux négligences émotionnelles. Après, pour les négligences physiques, c'est par exemple, est-ce que quand vous étiez malade, on vous emmenait chez le médecin ? Est-ce que vous avez eu assez à manger ? Est-ce que vous avez dû porter des vêtements sales ? Est-ce que vous aviez le sentiment que vous aviez quelqu'un pour vous protéger ? Depuis que je sais ça, je pose plus du tout la même question sur les violences quand j'ouvre un dossier d'une patiente que je connais pas et que je vais suivre pour sa grossesse. Donc, alors parfois c'est très surprenant hein, les réponses. Je m'inspire de ce questionnaire en fait parce que il faut aussi demander si effectivement ils ont été témoins de violences. Donc voilà, en s'aidant du questionnaire, on peut avoir est-ce que votre mère, votre belle-mère, parce que ce qui est très important, c'est d'élargir aussi les lieux où il peut y avoir de la violence, enfin où on peut constater de la violence. Est-ce qu'elle a été très souvent ou souvent poussée, empoignée, giflée ? Voilà. Donc ça, c'est plutôt témoin de violences domestiques. Est-ce que vous avez grandi avec un parent qui était incarcéré, qui souffrait d'une maladie mentale, d'une dépendance, alcool, drogue ? Est-ce que vos parents ont divorcé ? Voilà. On comptabilise en fait les expériences traumatisantes de l'enfance. Dans l'étude qui a été faite sur les 17 adultes, il y avait 67% qui répondaient un événement, une expérience, ce qui est quand même beaucoup. Et puis ensuite, c'est 4 ou plus, on arrive quand même à 12%. Et quand on a en fait 4 ou plus expérience traumatisante dans l'enfance, eh ben on a 40% de risque d'usage de drogue en intraveineux. Alors ça, moi je le vérifie pour les patientes qui ont une grosse dépendance aux drogues en intraveineux notamment. Je leur demande, je gagne à tous les coups en fait, c'est un peu dramatique mais je gagne à tous les coups. Il y a une fois une patiente qui me dit mais Madame Gérard, moi mes parents ils étaient comme les vôtres. Bon, ça s'est arrêté là. Et puis après, ça c'est le premier rendez-vous, parce que c'est la première fois. C'est vrai qu'on ne connaît pas la personne, elle peut se dire, elle me parle de choses, c'est la première fois qu'on se voit, bah oui. La grossesse, ça ne dure pas longtemps en même temps. Donc si on ne commence pas au début, on peut rater des informations et puis l'aide qu'on peut mettre en place. Mais ce qui s'est passé justement dans cet exemple-là, c'est qu'un jour, elle est revenue et ben là, elle m'a parlé de son grand-père, en fait. Donc du coup... ça ressortait, ça lui a pas du tout plu que ça ressorte à ce moment-là, mais c'est vrai que j'avais posé la question. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on regarde ces adultes, ils répondent au questionnaire, et ensuite, on regarde leur état de santé. Et on a des pathologies qui sont attendues, des dépressions, des tentatives de suicide, du tabagisme, de l'alcoolisme. Le tabagisme et femmes enceintes, c'est quelque chose... je ne sais pas s'il y a des professionnels de santé, des sages-femmes dans la salle. Non.
Le tabagisme, la grossesse, on fume. Par exemple, je fume pendant la grossesse, mais je m'arrête parce qu'en fait, c'est le bon moment. Voilà, si ça va, c'est suffisamment motivant pour pouvoir arrêter. Peut-être avec des patchs, de l'aide, une consultation de tabacologue. Voilà, peut-être pas forcément tout de suite tout arrêter, mais je vais finir par arrêter. Les patientes qui n'arrêtent pas, du tout. Voilà, c'est quelque chose, comme on disait ce matin, voilà, ça nous aide à deviner. Bon, la toxicomanie, les fractures, évidemment, qui sont consécutives aux violences, et puis les maladies sexuellement transmissibles. Et puis, il y en a d'autres, on les attend moins. Alors, c'est vrai que moi, pendant la grossesse, là, elles sont encore jeunes, en âge de procréer, je ne vois pas de cancer, hein, voilà, ça c'est sûr, mais bon, à terme, certainement qu'on pourrait en trouver. Des bronchopneumopathies chroniques obstructives, des hépatites, un état de santé précaire, une obésité sévère, des problèmes cardiaques, des coronaropathies et puis du diabète sévère. Et alors pourquoi en fait ? Pourquoi c'est quoi le lien en fait ? Eh bien en fait, il y a 2 types d'explications qui ont été retrouvées. C'est pas moi qui les ai retrouvées, hein. Pas du tout capable de ça, mais l'explication elle est immunitaire et épigénétique. En fait, quand on subit des violences, ça fait baisser les défenses, toutes les défenses immunitaires face aux agressions extérieures. Et l'épigénétique, c'est que le fait de subir des violences, ça entraîne des modifications dans le gène de la victime. Voilà. Subir des violences, ça rend jamais plus fort, ça c'est complètement faux, ça affaiblit. Et à force de subir des traumatismes répétés, physiques ou psychologiques, il y a un affaiblissement au fur et à mesure des traumatismes répétés. Ce qu'il en résulte, une perméabilité plus importante aux futures agressions et aussi aux infections, aux cancers, aux maladies de système. Et l'épigénétique, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait des cicatrices, en fait. Ça fait des cicatrices dans le génome. C'est ça, les modifications épigénétiques. Ensuite, quand c'est transmis, c'est pour ça que c'est transmis à la descendance, puisque si ce n'est pas soigné, en fait, et ça, on peut les réparer, ces cicatrices de génome, et ben c'est pour ça qu'en fait, les modifications chimiques qui en résultent, on les transmet à la descendance. C'est le stress qui fait ces modifications génétiques, en fait. Est-ce que c'est réversible ? Eh bien oui. Les scientifiques disent que c'est réversible. Cette inscription dans le génome, si on la traite, si on traite le psychotrauma, alors ça peut être des médicaments, des psychothérapies, eh bien on peut réparer ces modifications épigénétiques. Donc, prendre en charge une victime, ça va effacer ces marques et traiter préventivement les descendants. Alors, on classe... rapidos. Bon, on classe les traumas. Vous voyez, bon, il y a des traumas isolés du style attentat. Hein, et puis, il y a des violences, il y a les violences conjugales aussi qui sont souvent répétées. Il y a les terreurs chroniques progressives. Bref, je passe, ça c'est un peu spécialisé. Il ne faut pas oublier le harcèlement au travail, dans la rue, dans les institutions, chez les adolescents. Et puis ça, je ne vais pas vous en parler, sinon je passe trop de temps. Et c'est vrai que si on ne connaît pas le psychotrauma, dont je ne vous ai pas parlé, excusez-moi, mais en fait, on va peut-être faire des traitements inefficaces. Donc ça, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on voit dans retentissement sur les femmes, en fait ? Des troubles de la sexualité. Voilà. Donc on peut traiter ces troubles de la sexualité si on n'aborde jamais la question des violences. C'est embêtant, en fait, surtout pour la femme, hein. Surtout pour les traitements qu'on va mettre en place et qui ne vont peut-être pas aboutir. Des troubles de la continence. Pendant la grossesse, vous savez que la grossesse, en fait, elle est pourvoyeuse de beaucoup de violences. On sait que 40% des violences commencent pendant la grossesse. Et puis, ça va avoir des conséquences sur le suivi,
sur la prise de poids de la mère, sur la persistance des toxicomanies. Ça va avoir des complications aussi sur le fœtus. On sait qu'en temps de guerre, en fait, il y a des hormones de stress qui passent dans le placenta. Donc on peut calquer sur des violences répétées. Il y a plus de mortalité maternelle. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après je vais prendre la place de mes collègues. Donc faut se souvenir que les violences intrafamiliales ont un retentissement conséquent sur la santé physique des victimes. Pour nous, à Gynécologie sans frontières, c'est un réel problème de santé publique. N'oubliez pas que les femmes qui ont subi des violences sexuelles au cours des 12 derniers mois ont 26 fois plus de risques de faire une tentative de suicide. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup. C'est bon. Du coup, on laisse la parole à Dr Ferracci. Bonjour à tous. Donc, ça sera un petit peu plus court. J'essaie de faire simple. Donc, les violences, le court terme, le moyen terme, le long terme, avec quelques conséquences derrière qu'il ne faut pas oublier. Donc, les conséquences à court terme, il y a les lésions qu'on appelle traumatiques, les classiques, dont ma collègue a parlé, les fractures, les plaies, les brûlures, toutes ces lésions qu'on peut voir, qui sont faciles à évaluer. Ensuite, il y a les lésions gynécologiques, déjà un peu plus difficiles à voir. Il faut être déjà gynécologue ou sage-femme, parce que classiquement, on peut les cacher plus facilement. Les hémorragies, ça c'est facile à voir. Les infections vaginales, on peut se dire c'est d'autre origine que la violence. Malheureusement, les violences itératives favorisent ces infections régulières. Il ne faut pas oublier à poser ces questions-là et surtout à imaginer ce potentiel étiologique. Après, les étiologies masquées, bien sûr, dont je parlais. Et ensuite, les lésions dites psychiatriques ou psychologiques. Et toujours à court terme. Donc, on a le syndrome anxio-dépressif, classique. Il y a les troubles du sommeil, beaucoup plus fréquents et souvent qu'on attribue à autre chose que violence intrafamiliale. On va trouver toujours d'autres raisons que de dire c'est mon mari qui m'a tapé ou on parle de famille familiale. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui sont aussi violentés et qui osent moins se le dire en plus. Il y a les conduites addictives. Je bois pour oublier, ou je bois pour masquer, ou je bois pour essayer de supporter, ou je fume, ou autre chose. Ensuite, il y a le motif déclencheur qu'il faut penser à essayer d'aller chercher, qui ne sera pas avoué spontanément. Il faut essayer de le détecter, ce motif-là. À moyen terme, donc on va avoir plutôt des douleurs qui vont être des douleurs plus chroniques, qui vont être plutôt séquelaires. On ne va pas avoir de plaies, on va avoir plutôt une douleur articulaire. On peut avoir des douleurs qui vont sembler être plus en relation avec autre chose qu'une violence, qu'avec un traumatisme direct. Et ça ne sera pas facile que de faire le point entre les deux. On va avoir les dyspareunies, donc les douleurs, les troubles sexuels, avec des douleurs qui apparaissent, qui n'existaient pas, qui apparaissent depuis. On peut mettre souvent de l'âge derrière, on peut être derrière une grossesse. On a tellement de raisons d'avoir ces douleurs-là que la violence, si elle n'est pas annoncée ou qu'elle n'est pas suspectée, on passe à côté hyper facilement. On a les douleurs donc pelviennes, plus classiquement, les MST. Alors, les MST, ce n'est pas parce que j'ai fait un rapport sexuel avec quelqu'un qui ne fallait pas, c'est que mon mari, qui peut être aussi volage, et certainement plus facilement s'il est violent, c'est lui qui m'a la collé à la MST. Et donc, il faut penser que ce MST ne vient pas que parce que je suis moi volage, parce que mon conjoint, lui, fait ce qu'il faut pour me rendre malade. Il y a les troubles de l'humeur, bien sûr, les syndromes anxio-dépressifs, tout ce versant psychologique qui fait que quelque part, on se trouve dans un tableau qui n'est plus du aigu, mais qui commence à se chroniciser, et dans lequel on a du mal à pouvoir évaluer la cause, parce que cette cause-là n'est pas avouée le 3/4 du temps. Et après, il y a ce qu'on appelle l'isolement social. On pense à tout, sauf ça. On va au travail, on a honte, on n'ose pas le dire. Du coup, on rompt les liens avec les gens avec qui on travaille, avec qui on fait du sport, et on s'isole tranquillement. Et on reste dans ce milieu confiné, qui est un milieu d'insécurité, d'instabilité, qui fait qu'on devient de plus en plus fragilisé. Et ensuite, il y a les conséquences à long terme. Or, toujours pareil, les handicaps, on passe de la douleur aiguë à la douleur chronique à un handicap vrai, parce qu'on est tellement violenté que finalement on se trouve avec une paralysie, fracture du rachis. On peut se trouver avec des lésions de membres qui peuvent faire que, ou des lésions cérébrales qui peuvent faire que.
Ensuite, côté psychologique, on a les troubles du sommeil, on en parlait, sauf qu'on peut aller jusqu'au point 2, attitude suicidaire. Là, on est rentré dans du à long terme. Et cette attitude suicidaire va durer le temps qu'on essaie de trouver l'étiologie et qu'on puisse la traiter. On sait, pour la majorité du cas, qu'il vaut mieux se casser deux jambes qu'avoir cette rupture dépressive. On répare avec un plâtre, pas facilement avec le côté psy. Côté gynécologique, bien toujours pareil, c'est ces douleurs qui sont là, avec des fausses couches qui vont être répétitives, avec donc qui sont récidivantes, des HIV qu'on va malheureusement générer, et des fragilités pareilles. Donc tout ça, on rentre dans du chronique, on est rentré dans du long terme, où on se dit finalement, qu'est-ce qui m'arrive parce que j'ai pas envie de dire, ou parce que j'ai envie de le cacher, ou parce que j'ai pas conscience peut-être que ce que je subis me paraît normal. Parce que quand j'étais enfant, ça se passait chez moi, donc c'est normal que ça se passe encore. Donc tout ça fait partie, comme dit notre collègue, effectivement, c'est un milieu particulier dans lequel il faut qu'on aille nous chercher à s'enfoncer pour essayer de dire attention, c'est pas normal ce qui se passe. Et non, c'est pas normal, c'est qu'en plus ça devient dangereux pour vous et pour ceux qui vous entourent. L'incidence familiale et sociale. Donc, premier temps, c'est cette stigmatisation qu'on peut avoir, on s'auto-stigmate souvent en disant « Oula, ce qui se passe, c'est pas normal, je ne vais pas en parler parce que j'ai honte de le dire. Et comme je n'en parle pas, je reste dans ma bulle et donc je m'enfonce un peu plus dans ma dépression, un peu plus dans mon isolement et donc je m'aggrave sans le savoir. » Le deuxième point, c'est l'exclusion socio-professionnelle. Donc, parce que je m'enfonce, donc du coup, je n'ose plus aller chercher du travail, je n'ose plus aller faire du sport et je reste à la maison et je me suis exclu. Et les autres me percevant mal n'ont pas envie de se rapprocher de moi, donc ils m'excluent aussi par image renvoyée, par miroir. La fragilisation des enfants, bien sûr. Ça a été évoqué justement. Un enfant qui voit grandira avec une image qui fait que. Donc la violence que je subis et que j'accepte pour des raisons qui sont les miennes, si j'ai des enfants, je la fais subir à mes enfants et je vais transformer mes enfants comme des futurs violentés ou violenteurs possibles. Donc quel que soit le cas, j'ai un impact sur ce qui se passe autour de moi. Donc tout ça fait que aborder la violence familiale en disant « elle a reçu des coups, c'est tout », il y a tellement de choses derrière qui se déclinent qu'il ne faut même pas accepter la première gifle qui existerait. On en reviendra dessus. Et bien sûr, les troubles du comportement et avec les problèmes de comportement de descendance. Donc tout ça fait qu'on est dans un espace et dans un milieu qui n'est pas un milieu, on va dire, habituel, puisqu'on vit tous on a grandi dans un espace de Walt Disney, on est tous avec le grand sourire et tout va bien. Et ce monde-là est un monde qui est un peu parti, un petit peu le côté obscur de notre société. Le rapport aux soignants. Donc ça veut dire que j'ai été violenté, j'accepte pas. Autour de moi, j'ai de la famille qui va subir ou pas subir. J'ai mis au social, avec qui je travaille, avec qui je fais du sport. Tous ces gens-là me subissent ou j'ai pas envie de les rencontrer. Mais à un moment donné, je vais bien être confronté aux soignants. Parce que j'aurais été blessé de telle façon que je n'ai pas d'autre choix que d'aller me faire soigner. À partir de là, la majorité ne reconnaît pas la violence et surtout ne veut pas la verbaliser. La difficulté que nous avons, nous, en tant que soignants, c'est d'arriver à gratter pour aller faire accepter, non pas faire avouer, parce que ce n'est pas un crime. On fait avouer un criminel. On ne fait pas avouer quelqu'un qui a été battu. On essaie de faire accepter l'idée que de se dire c'est pas bien et donc je vais enfin pouvoir le verbaliser. C'est pas simple quand on est dans le versant soignant que dans un temps, on va dire, dédié, d'arriver à passer ce cap sans traumatiser la personne qui est déjà assez traumatisée. Donc ça, c'est important à bien percevoir. Deuxième point, dans le cas où la violence est reconnue, elle est systématiquement minorée. Ça veut dire que votre mari vous a tapé? Mais non. Il était énervé, je l'avais un peu énervé, il avait bu, c'est la première fois que ça arrive. Il est gentil d'habitude, il m'aime beaucoup, vous savez, je le sais, il aime mes enfants. Et alors la gifle était autorisée. Comme j'ai dit, première gifle, futur mort. Chez les loups, c'est simple. Ben, l'alpha, il y a des mâles qui sont là pour être battus dans les meutes de loups. Ce loup-là, il sait qu'il est battu toute sa vie. Si vous acceptez la gifle, vous serez un futur loup à battre. Et l'alpha sait qu'il sera là en se disant, mais finalement,
c'est parti de la meute. Et là, pour ça, ça me soulage. Elle accepte. Donc, et jusqu'où ça ira? Jusqu'à peut-être la mort de quelqu'un ou de la famille. Les soignants doivent développer des stratégies pour parvenir à ce que la personne finisse par accepter de le dire. Ce que je disais tout à l'heure. Donc, je vous dis, il n'y a pas de stratégie idéale. Ça dépend de la personne en face de soi, ça dépend du contexte dans lequel on est, ça dépend du mode d'agression. On peut pas le procédurer. C'est pas simple à dire telle violence, telle attitude. Impossible. C'est tellement socio-dépendant, personne-dépendante, c'est complexe. Mais quel que soit le cas, la finalité, c'est d'arriver à ce que la personne, finalement, arrive à exprimer ses difficultés, cette dangerosité, surtout ce mal-être qu'elle a. Ensuite, il y a bien sûr le manque de confiance et le sentiment de culpabilité. La honte qu'on peut avoir. C'est rare qu'une femme battue dise « Moi, j'ai aucune faute à me reprocher, c'est lui le méchant ». Souvent, c'est l'inverse, il m'a battu, j'ai dû faire un truc qui n'était pas bien. Et je cherche ce que j'ai fait et j'essaie de modifier mon attitude pour qu'il ne me batte plus. Et non pas de se dire, mais moi je suis bien dans ce que je fais. C'est à lui d'avoir une évaluation différente. Tout ça pour bien vous faire comprendre que ce n'est pas blanc-noir. On est dans un monde hyper glauque dans lequel il faut arriver à s'insinuer pour montrer à la personne qui l'a subi que ce n'est pas elle la responsable, la coupable. D'accord? Aux urgences, d'abord, on doit répondre au motif de la consultation. Je viens, j'ai été brûlé, j'ai une plaie, j'ai un bras cassé. Notre travail, c'est déjà de réparer. Puis ensuite, on va chercher l'étiologie. Alors, comme on fait pour les femmes battues, on fait pareil pour les grandes personnes âgées qui tombent régulièrement. Les chutes à répétition, ça se prévient. D'abord, ça se détecte, ça se prévient. Mais pareil, pour une femme battue, ça se détecte et ensuite, on essaie d'avoir une attitude qui fasse que ça n'arrive plus. Et donc, c'est parti du deuxième travail. Ensuite, rassurer, faire comprendre la nécessité de porter plainte. C'est le plus compliqué. Madame, finalement, elle a accepté de dire ce qui s'est passé. Maintenant, il faut faire une démarche de situation. Si je fais cette démarche-là, ok, je fais cette démarche-là, je vais peut-être rendre mon conjoint coupable de et passer en prison. Je n'ai pas envie. Si je fais cette démarche-là, il va peut-être monter en violence, il va peut-être vouloir me tuer, ce qu'il ne voulait pas, peut-être pas aujourd'hui. Donc tout ça fait qu'on est dans une difficulté de raisonnement qui est un peu biaisée. Notre travail, c'est d'expliquer que, comme je le disais, une simple gifle de départ, ça sera la mort future. Donc quel que soit le cas, la première gifle n'est même pas autorisée. C'est déjà trop tard. Et ensuite, aider aux démarches, bien sûr. Donc là, aux urgences, on a des documents, on a des circuits qui font qu'on essaie de faire accepter à la patiente de faire une démarche d'eux et on l'aide à ces démarches, les documents qu'on lui donne. On contacte des associations qui prendront ensuite relais avec elle pour essayer de l'aider à l'accompagner dans la démarche de pouvoir. Je n'ai pas encore porté plainte, mais je peux arriver jusqu'à la plainte. Et on va m'aider à le faire. La finalité, c'est ça. Je n'en dis pas plus, on peut le lire. J'étais à Pointe-à-Pitre avant, 6 ans. J'ai vu tellement de morteux parce que pas pris en charge, parce que refus de porter plainte, parce que en France, on n'en va pas autant faire. Dans le Morbihan, des moins. Mais Pointe-à-Pitre, c'est la zone la plus violente de France aujourd'hui, dans ce domaine-là aussi, et dans l'inceste. 6 ans, ça devenait un peu écœurant au bout d'un certain temps. C'est pas moi. Merci beaucoup, docteur. La transition toute trouvée. Alors, bonjour à tous. Il faut que je mette bien le micro comme ça, je crois. C'est ça, c'est bon? Ok, cool. Oui, merci. Alors, la transition toute trouvée vers le médecin légiste. Alors, je me suis posé la question au départ, qu'est-ce que le médecin légiste venait faire dans un topo sur la prise en charge des patients, des victimes, et notamment dans le soin. Parce que vous avez bien compris qu'un médecin légiste n'était pas à proprement parler un soignant. C'est pas pour ça qu'on n'est pas non plus des médecins, hein, puisque dans médecin légiste, il y a bien médecin et puis il y a légiste. Et puis, pour pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire du décès, de l'homicide, je parle d'homicide hein, plutôt que d'assassinat, tu veux bien, plus largement que les assassinats, parfois les victimes, et heureusement d'ailleurs, ne décèdent pas
des coups des auteurs de violences. Et la médecine légale, finalement, ce n'est pas qu'une médecine de découpage de cadavres, hein. Comme longtemps on a cru dans les séries télévisées qu'on n'était que des autopsieurs. En fait, on est des spécialistes de la médecine de la violence en général. Et on s'intéresse effectivement aux victimes, qu'elles soient décédées ou pas, hein, donc autopsie ou pas, mais aussi les auteurs, dans le cadre finalement d'une relation qui est la violence, et pour lesquelles, en France, on punit les auteurs de ce qu'ils font. Voilà. Et en fait, la médecine légale, c'est vraiment une médecine d'expertise sur ce domaine de la violence. Notre but à nous, c'est qu'effectivement, ça ne reste pas impuni, ce soit quelque chose qui soit judiciairement pris en compte comme une société organisée qui est la nôtre. Et la médecine légale, c'est vraiment cette médecine d'interface entre les soignants et la justice. Alors, c'est pareil, la transition est toute trouvée avec le topo de mon confrère expert de ce matin, là, M. Coutenceau, que j'imagine que vous étiez là pour l'entendre. Bien évaluer, c'est bien prévenir. Je crois que c'était un de ces leitmotifs, et je me retrouve complètement là-dedans, puisque nous, dans les unités médico-judiciaires, alors je dis nous parce qu'on a tendance à parler du médecin légiste, mais il n'y a pas que le médecin, c'est toute une équipe hein, dans l'évaluation pluriprofessionnelle, unité de temps, unité de lieu, à la fois de la prise en charge, mais aussi qui compte en fait l'évaluation. Voilà. Et cette évaluation, finalement, eh ben, comme le disait M. Coutenceau ce matin, c'était derrière l'excellente façon, la meilleure façon de pouvoir prévenir et ensuite d'aboutir au but ultime pour nous, c'est à la fois d'un côté la sanction de l'auteur et d'autre part la réparation de la victime. Alors, voilà un petit peu. Alors, il faut que je me raccroche maintenant à mon topo. J'essaye de l'adapter aussi à ce que vous avez dit avant, qui était super intéressant. Donc, nous, vraiment, on aide la justice finalement d'un côté à collecter des preuves pour caractériser la faute pénale de l'auteur. Et on est vraiment, si vous voulez, les petites mains scientifiques hein, quand même, il faut le dire. On raisonne toujours avec un fil d'Ariane scientifique pour pouvoir se raccrocher à un raisonnement que l'on appelle médico-légal, pour ensuite permettre à la justice de sanctionner l'auteur. Parce qu'en France, on est puni certes pour ce que l'on fait, mais aussi pour les conséquences que cela a. C'est-à-dire que je vole le sac d'une vieille dame, je suis très méchant. D'un côté, scénario A, quand elle tombe, elle a une petite blessure au genou, scénario 1. Scénario 2, elle se fracture le col du fémur. Pourtant, je suis tout aussi méchant et je lui ai volé le même sac avec le même nombre d'argent. Et bien dans la situation 1, je risque moins, pénalement, que dans la situation numéro 2. Pourquoi ? Parce que les conséquences de ce que j'ai fait ne sont pas les mêmes. Pourtant, la méchanceté est la même, hein, je vous assure. Et là, c'est tout le travail du légiste, c'est de cette évaluation de la gravité de la faute qui peut permettre derrière une répression adaptée du magistrat, des OPJ, de la justice à la faute qui a été commise. Le certificat médical est, j'allais dire, l'arme que nous soignants, alors là je me mets du côté soignant parce que je suis aussi urgentiste, Serge, que nous soignants, nous avons pour pouvoir aider cette victime à être évaluée, à être réparée. C'est un certificat, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne m'intéresse pas qu'à des médecins aujourd'hui, ni à des professionnels de santé, mais j'allais dire d'autres sphères. Donc, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'un médecin, une sage-femme, ne peuvent pas refuser de les faire. Ça fait partie de nos obligations déontologiques. On ne peut pas dire « Oh, la justice, là, ça me fait peur, les violences, je ne sais pas faire ». Non, 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 on a fait des années d'études de médecine, on sait tous rédiger un certificat médical. Alors, plus ou moins bien, on est d'accord. Parfois, c'est plus ou moins compliqué, on est d'accord. Ceci étant, on est tous capables, médecins, et en particulier dans les services d'urgence, de rédiger un certificat médical. Et c'est tout aussi important que cette chaîne de soignants soit solidaire et forte, parce que les preuves, elles vont disparaître avec le temps. Et il est très important, dès le début, ça c'est pas l'urgentiste qui va vous contredire, que tout de suite ce soit bien pris en charge. On va directement prendre les éléments le jour même des faits, le plus tôt possible, le plus tôt en fait que la victime nous donne l'occasion d'avoir accès à cette violence. Ce matin, il disait, Roland Coutenceau,
faut apprendre à deviner, je crois. C'est ça, hein? Que je ne sais plus le terme exact, mais pose, voilà. Parfois, dans les services d'urgence, maintenant, les chefs, ils ont dit, on pose la question. Systématique. Bon, il n'y a pas de réponse à cette question, chacun aussi fait comme il peut, avec son propre vécu. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'essaye de respecter le rythme de la victime avant tout, savoir dans quelle situation elle est, vous savez, dans le déni, dans l'acceptation, dans le choix, etc. Et j'essaye de caler finalement mon action aussi là-dessus. Parce que j'ai remarqué que j'avais plus d'emprise, de prendre une bonne prise en charge dès lors que je m'adaptais aussi à la situation dans laquelle. Avec une femme qui se présente aux urgences et qui est absolument dans le déni, c'est difficile d'emblée lui dire « vous êtes victime de violence ». Ça ne marche pas toujours. Alors on peut, après on est rusé, vous savez, on a des artifices, on a des collègues plus ou moins bons. Et donc c'est l'idée aussi de travailler en équipe. Ça c'est super important. Je me dépêche, c'est ça? J'ai déjà fini? Non. Ah bon, ouf. Alors on parle beaucoup de l'ITT. Oh là là, on m'a demandé de vous parler d'un peu de l'ITT. Encore une fois, je ne vous ferai pas de cours. L'avantage ou l'inconvénient de l'ITT, c'est qu'elle est médiatique. Alors l'avantage, c'est qu'au moins on sait de quoi on sait que ça parle des violences. L'inconvénient, c'est que nous-mêmes médecins, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors heureusement, il n'y a pas de procureur dans la salle, parce que si un médecin légiste dit qu'il ne sait pas trop à quoi ça sert, ça, je vais m'attirer. Alors surtout, ça ne sera pas répété. Surtout qu'en plus, l'ITT, vous savez, ça vient du code pénal. Ouh là là, code pénal. Ça vous fait référence à qui, le code pénal? Napoléon, 1805. À l'époque, on poussait la charrue dans les champs. Et l'ITT, le législateur de l'époque, avait dit, voilà, si on n'arrive pas à pousser la charrue dans les champs plus de 8 jours, c'était qu'on était vraiment blessé gravement par l'auteur. Et donc, il fallait sanctionner de manière plus importante celui qui avait occasionné ces blessures. Alors qu'aujourd'hui, vous avez bien compris qu'on est très loin de cette charrue qu'on pousse dans les champs, voire même quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de travail, n'a-t-il pas le droit non plus d'être reconnu comme victime? Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, cette notion n'a plus rien à voir de manière stricto sensu avec le travail. Donc arrêtons finalement de donner une traduction littérale. Laissons le terme ITT, c'est très bien, ça laisse un petit flou. Il faut plutôt la voir, je pense, et je suis même sûr, comme une échelle de gravité. Alors, qui répond quand même à des critères scientifiques et intellectuels, quand même, rassurez-vous, ce n'est pas du pifomètre. Mais qui n'empêche que derrière, l'idée, c'est de pouvoir être de manière assez précise et scientifique, pouvoir dire au procureur, voilà, la gravité, elle est comme ça. Et donc, derrière lui, peut adapter sa répression pénale à l'auteur. Alors, je disais de manière très sympathiquement, le médecin intervient malgré lui dans l'application de la justice. Oui, parce que nous, on n'est pas des gendarmes, on n'est pas des policiers. C'est pas nous qui allons aider quand même à, d'un côté, punir l'auteur, mais si quand même. Pourquoi? Parce que derrière, on a la victime. Et que punir l'auteur, c'est aussi quelque part un début de réparation de notre victime, notre patiente. Et donc, faire un bon certificat, c'est tout aussi important que de prendre en charge une victime sur sa santé. Ça fait écho exactement à ce que vous venez de dire juste avant. C'est-à-dire que quelqu'un dont la réalité des violences subies est reconnue, fait déjà un premier pas sur sa réparation et derrière sur aller mieux, j'espère en tout cas. Bien sûr, après les soins, qui sont fondamentaux. Alors, il n'est pas question non plus quand même d'être subjectif, de jouer à zéro, de se dire, tiens, moi je vais foutre de l'ITT à fond à tous les auteurs, parce que l'idée, c'est de ne pas perdre non plus une crédibilité vis-à-vis de l'objectivité, de la neutralité expertale. Je ne suis pas le juge, je ne suis pas le procureur, je suis médecin. Donc mon idée, c'est absolument pas non plus d'être un pro-victime ou un pro-auteur. C'est de garder toute mon objectivité expertale. Certifié, évalué, mais quoi d'autre encore? Les victimes, derrière, elles ont besoin d'être réparées. Il n'est pas question de s'arrêter là. C'est pour ça que les services de médecine légale, c'est une équipe pluriprofessionnelle et qui est tournée vers l'extérieur, qui est tournée vers les autres professionnels. Et c'est le but aussi de ce genre de forum, c'est que justement on puisse compter sur tous. Parce que derrière nous, on va orienter les gens. On va les orienter vers les soignants, certes, mais aussi vers les services sociaux,
mais aussi vers les aides financières, mais aussi vers tous ces gens-là qui finalement prennent en charge les types et types de violences, que sont les violences physiques, les violences économiques, les violences sexuelles, les violences, etc. etc. Et donc le but, c'est absolument pas d'être les seuls et uniques, j'allais dire intervenants dans la violence, mais pas du tout. C'est plutôt d'être le relais vers justement tous ces professionnels que vous êtes pour la suite de la prise en charge. Je termine, c'est ça, je serai à l'heure. Sur les derniers focus, vous savez, on a beaucoup parlé de ça, de cette fameuse loi du 30 juillet 2020 sur le secret médical, vous savez, et l'évolution incroyable du code pénal pour nous, avec notamment la possibilité de divulguer à la justice les violences intrafamiliales. Oui, moi je parle plus de violences intrafamiliales que de femmes battues. C'est le terme aujourd'hui qui est un petit peu plus d'actualité, parce que il a fallu que nous, on se rapproche un petit peu de nos collègues pour que le secret médical ne soit pas un frein à cette aide un petit peu à faire passer dans la prise en charge. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Docteur Supply. On va passer aux questions. Donc, vous pouvez garder le micro et puis vous partagerez la parole. Est-ce que quelqu'un a des questions? Super. Hop, alors je vais devoir me faufiler, donc avec le micro bien. Ma question est pour le docteur Supply. Sur les violences psychologiques, comment faites-vous pour évaluer et donner de l'ITT? Alors, vous voulez de la sémio? C'est-à-dire les signes cliniques? Ou comment je fais? Oui. Alors, les violences psychologiques entraînent des répercussions physiques et psychologiques. Jusque-là, vous me suivez. Et donc, on a un interrogatoire, signes fonctionnels, et un examen clinique, signes cliniques, comme en médecine d'urgence. Dans les signes fonctionnels, on recherche évidemment les éléments de la lignée dépressive, les éléments de la lignée de stress post-traumatique. Sur le plan clinique, pareil, sémiologie très riche. Les tremblements, les tachycardies, l'incurie, l'adonie, la tachypsychie, le ralentissement idéomoteur. Enfin, vous voyez, le corps parle sur les répercussions. L'ITT, c'est une évaluation globale des répercussions qui se voit ou qui se recherche quand on est médecin. C'est l'intérêt aussi d'être médecin, mais qui sont tout aussi riches que les violences physiques. Rassurez-vous. Ah, Serge, ouais, bien sûr. Juste ça, même pas de clinique. Je parlais par rapport à l'ITT, justement. Le docteur Supply est un professionnel, médecin légiste, pour avoir une évaluation du tout ITT, on va dire, pertinent. On n'est pas tous formés à cette image-là, et loin de l'être. Premier point. Deuxième point, aux urgences, on n'a pas toujours le temps de faire un examen clinique suffisamment long pour pouvoir avoir une expertise pareil, pertinente. Classiquement, un urgentiste, quand il fait un certificat médical, doit préciser en fin de certificat médical, sous réserve d'une réévaluation par un médecin légiste. Quand même, ils se sous-estiment. Parce qu'en fait, ils savent beaucoup plus de choses qu'ils ne disent. Et puis, de toute façon, nous, quand on les revoit le lendemain, vous savez, c'est le problème du médecin légiste, c'est qu'il sait toujours tout, mais trop tard. Ce qui fait que les signes, ils ont peut-être disparu. Donc, s'il ne les a pas notés dans son examen, je serai bonbon pour faire l'ITT le lendemain. Je voulais poser une question justement par rapport à l'ITT. Oui, enfin, c'est les deux en fait, parce que vous évoquez le délit. Et vous évoquiez à un moment aussi, si la personne ne veut pas porter plainte, on ne peut pas l'obliger. Et est-ce qu'il y a un moment où ça peut éventuellement basculer si les violences ont été extrêmement importantes? Est-ce qu'il y a un moment où vous pouvez vous autoriser à parler de tentative de meurtre ou pas du tout? Est-ce que tu veux bien que je réponde? Alors, nous, on est des médecins. Ce n'est pas nous qui avons... Allez, j'ose dire, le dernier mot, je parle sous le contrôle du major, nous n'avons surtout pas le dernier mot sur la qualification pénale. Moi, même aux assises, quand je dépose, je ne dis pas il l'a assassiné,
Je ne dis pas il l'a volontairement tué. Oh, ça, c'est vraiment un domaine qui n'est pas le mien. Par contre, moi, je vais donner des billes aux enquêteurs pour que derrière, dans leur raisonnement judiciaire, juridique, là, ils savent qu'il y a de la préméditation. Là, ils savent qu'il y a des violences suffisamment graves pour être correctionnalisées en délit ou criminalisées. C'est le cas des viols ou des tentatives de viol. Si moi je constate, ou si Serge constate une défloration d'un hymen aigu sur une violence sexuelle, eh ben, on est sur une caractéristique criminelle. Donc, mais ce n'est pas nous qui allons le dire. Nous, on va apporter les éléments scientifiques, médicaux, pour l'enquêteur. On répond à votre question ? Juste pour préciser, dans le certificat médical que nous faisons, nous marquons selon les dires d'eux. C'est-à-dire qu'on constate des choses, mais nous, on n'est pas témoin. Donc, voilà. Mais si, par exemple, la personne vient effectivement aux urgences blessée, il n'y a pas intervention ni de la police ni de la gendarmerie. Ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a un moment où si la personne veut partir, on peut considérer que c'est non-assistance à personne en danger? C'est ça un petit peu ma question. Aujourd'hui, en France, en France, aujourd'hui, on ne peut imposer rien à personne. D'accord? Sauf si la personne a une défaillance, donc elle est sous tutelle ou elle est psychologiquement défaillante, etc. Donc dans ce cas-là, on prend le pas. Mais en dehors de ça, une personne majeure, non alcoolisée, non sous quoi que ce soit, a décidé de faire ce qu'elle veut. On peut aller jusqu'à être sur une table de vécu, table de coronarographie avec un infarctus du myocarde, refuser d'être stenté et mourir sur la table. D'accord? Alors, dans la continuité du certificat médical, une personne victime, a priori de violence, se présente donc dans un centre hospitalier, ne demande pas particulièrement de certificat médical, mais un certificat médical peut être établi ou doit-il être établi? Ça, c'est le premier axe de ma question. Et enfin, ce certificat médical, si la personne ne souhaite pas le récupérer, peut-il être déposé au dossier médical de la personne? Et enfin, le dernier volet de ma question, est-ce que les pratiques sont les mêmes que je me présente au centre hospitalier de Lorient, à Ploërmel, à Vannes ou ailleurs, hein, donc voilà. Merci. Alors, venez à Nantes. À Nantes, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, on en parlait en off. Il y a le recueil de preuves sans dépôt de plainte qui est possible maintenant depuis début mars, quelque chose comme ça. Vous êtes victime de violence, vous pouvez avoir besoin de temps avant de dire je vais aller voir les gendarmes, les policiers. Vous pouvez avoir besoin de temps. Mais par contre, c'est vrai que les preuves disparaissent. Donc, faites passer le message autour de vous à toutes les femmes. Allez dans les endroits où on fait des recueils de preuves sans plainte. Au moins, les traces, elles sont là. Votre état psychique sur le moment de la violence, il n'a pas disparu parce que vous présentez au moment le plus proche où ça s'est produit. On vous fait un recueil qui reste à l'hôpital. Normalement, les certificats médicaux, c'est sur demande de la victime. Bon, alors évidemment, on peut lui dire, vous savez, je peux vous faire un certificat, évidemment, parce que tout le monde ne sait pas que c'est possible d'avoir un certificat. Donc, on va quand même leur donner l'information pour pas se dire, non, on n'a pas demandé, donc je n'en ai pas fait, d'accord? Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Mais de toute façon, la question que vous posez, évidemment que ça va quand même être établissement dépendant. Parce que peut-être que, je ne sais pas, à Vannes, si vous l'avez déjà en place... C'est qu'on n'est pas CHU. On y travaille. Ça va être mis en place rapidement. Le problème, c'est que les textes qui sont sortis sont à moyens constants. C'est-à-dire qu'on est censé garder l'épreuve 3 ans à moyens constants. Ouais, alors, c'est pas le frigo que vous avez dans votre cuisine, hein. Et derrière, il y a quand même aussi toute la hiérarchisation des choses et la prise en charge. On ne va pas juste prendre la plainte pour prendre la plainte, quoi. Mais on y arrive, on va y arriver. Et croyez-en que dans le Morbihan, on n'est pas les derniers. Et on ne sera pas les derniers. Mais oui, ça fait partie des choses. Mais elle exagère parce que si on lui demandait le nombre d'établissements en France qui le font, Nantes est le seul du Grand Ouest. Pour revenir au certificat médical, nous, classiquement, les dossiers sont informatisés actuellement. Donc, de principe,
quand on arrive à faire adhérer la patiente à cette plainte, on peut lui dire qu'on peut faire un certificat médical, qu'on va lui donner, qu'elle peut déchirer, sauf que nous, on l'a déjà mis dans l'ordinateur. C'est un élément de preuve qui peut être utilisé parce qu'il est horodaté. Et là, on a fait un descriptif des lésions qu'on a vues en temps T précis. Donc il y a toujours appel avec un avocat qui va demander de récupérer un dossier pour essayer de sortir ce qui s'est passé il y a 3, 4 ans ou 5 ans si besoin. D'accord? Parce que informatisé, papier, ça se discute. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste encore 10 minutes. Profitez-en. Sinon, on va terminer trop tôt. Non, personne. Est-ce que spontanément, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de bien développer? Où est-ce que je vais reprendre? Je m'étais arrêtée. Là, ça, j'en ai parlé. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bon. Qu'est-ce qui se passe? On subit une violence. Il faut savoir que l'être humain n'est pas programmé pour les vivre. Surtout les violences qui sont de fait d'autres êtres humains et ceux dont on est le plus proche. Voilà. Donc, on subit une violence et là, le cerveau, il va très mal analyser et intégrer les événements qui sont produits. Donc, c'est irrationnel et il va les mettre, il va mal les intégrer, le cerveau. Et il faut savoir que quand on subit une violence et qu'il y a un stress extrême, on fabrique des hormones en grande quantité et s'il ne se passe rien, on meurt. C'est-à-dire que le cœur ne va pas supporter cette surcharge d'hormones. Donc, il y a un court-circuit par le cerveau, ça s'appelle la disjonction. Voilà. C'est ce dont a parlé très très rapidement ce matin notre collègue. Et du coup, on se retrouve dans cet état qu'on dit de dissociation. Vous pouvez entendre des victimes vous raconter qu'elle était complètement anesthésiée émotionnellement, physiquement, qu'elle avait l'impression d'assister à son agression. On entend beaucoup ça aussi dans les agressions sexuelles. Et du coup, c'est là, on va se dire à quelqu'un, on n'y connaît rien, on va dire, bah, tu t'es pas défendu. Mais en fait, t'es pas parti. Tu t'es pas enfui. Voilà. C'était pas du consentement, c'était une anesthésie émotionnelle et physique qui faisait qu'elle était complètement incapable de réagir comme on pourrait nous penser qu'on aurait réagi à sa place. Qu'est-ce qui se passe après? Donc l'événement, il est stocké dans une mémoire qu'on appelle mémoire traumatique. Et ensuite, cette mémoire, elle fonctionne très mal. Et n'importe où, comme elle est ingérable, elle peut renvoyer des messages. Vous êtes n'importe où, vous êtes au travail, vous êtes en train de faire vos courses, vous sentez quelque chose, une odeur particulière qui vous rappelle l'événement. Voilà. Et hop, les syndromes de reviviscence. Alors, on va essayer de mettre en place des stratégies, des conduites d'évitement, de l'hypervigilance. Et puis, toutes les conduites à risque qui refont disjoncter. Voilà, on boit de l'alcool, enfin tout ce qu'on a. Et en plus, oui. Ouais. Mais oui, parce que c'est douloureux, en fait, c'est ingérable. En plus, alors, si jamais elle en parle à quelqu'un qui ne connaît pas trop, elle va dire mais t'es folle. Ou alors elle va se dire elle-même je suis folle. En fait, je deviens folle. Le problème, c'est que si on connaît mal tout ça, eh ben on peut diagnostiquer des pathologies psychiatriques, donner des traitements, voire hospitaliser des placements en institution, sans jamais poser la question des violences. Voilà. Donc ça met quand même beaucoup en échec la sortie du trauma. Et puis ensuite, effectivement, devant des pathologies chroniques comme l'endométriose, la fibromyalgie, des pathologies algiques, du diabète, de l'incontinence, ça va aussi mettre en échec les traitements.
Je voulais juste revenir sur la grossesse, parce que c'est quand même mon truc, la grossesse. Voilà, quand elles sont déjà présentes avant la grossesse, les violences, elles vont augmenter en intensité et en gravité pendant la grossesse. Nous, on s'est habitués, alors moi c'est très très récent, j'avoue, c'est très récent. Quand je pose la question des violences, je la pose la première fois. Des fois, la grossesse ne se voit pas quand elles viennent assez tôt, la grossesse ne se voit pas. Au cours du 2e trimestre où la grossesse commence à se voir, donc il faut savoir que dans le fonctionnement des hommes violents, là, il y a quelque chose en plus là qui arrive là dans l'histoire de la famille, dans l'histoire du couple, dans la relation, ça commence à se voir. Et puis à la fin de la grossesse aussi, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Cette grossesse, et donc je m'habitue à reposer la question. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je pose la question, mais c'est très récent, puis c'est grâce à tout ça, c'est que je demande si effectivement elle subit des violences, si elle en a subi dans l'enfance, à l'école, au travail, etc., etc. Ensuite, je demande si elle était témoin de violences et depuis peu, si elle est auteure aussi de violences. Voilà. C'est pas facile à poser comme question. Je vous promets que c'est pas facile d'être bien assis là et de poser la question. Et vous, madame, comment vous vous positionnez par rapport à ça, les violences dans la famille, vous-même, enfin voilà. C'est pas facile. Qu'est-ce que j'avais noté? Voilà. Non, en fait, les femmes, elles répondent très bien à toutes les questions. Les femmes enceintes, enfin, moi, c'est le public que je connais bien. Franchement, les femmes enceintes, elles sont tout le temps d'accord. Enfin, elles sont tout le temps d'accord. J'ai eu quelques réflexions. Mais pourquoi vous me posez ça à moi? Voilà. Et puis après, on explique, en fait, donc que ça se passe bien. J'ai eu une fois cette patiente qui me disait non, mais de quoi vous me parlez là? Ça ne vous regarde pas. Mais franchement, non, c'est. Oui, tout à fait. Mode défensif. Ça, j'en ai parlé. Ça passe dans le placenta. Voilà, vous le savez, la période postnatale, parce que lors des séparations du conjoint, vous savez, avec le conjoint, vous savez que c'est vraiment le risque majeur de décès pour la femme. Et puis vraiment la période postnatale, le retour à la maison. Dernièrement, nous, la semaine dernière encore, le procureur de la République nous a donné une protection pour l'enfant. La femme n'est pas retournée chez elle avec son bébé, en fait, en sortie de maternité, parce qu'il y avait des violences conjugales graves. Et du coup, on a eu une ordonnance de placement provisoire de l'enfant le temps de l'enquête sociale. Non, sa mère, elle est rentrée, elle voulait rentrer, donc elle est rentrée. Et c'est vrai que s'il y en a une là qui meurt dans le 44, parce qu'on n'a pas, heureusement, je pense que ça peut être elle, franchement. C'est son 6e enfant, là. C'est chaud. Voilà. C'est pas drôle, la fin. Bon, merci beaucoup, en tout cas, aux 3 intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir.